Éboueuse. Ce mot, ma sœur l'a craché avec un sourire si doux qu'on aurait pu croire qu'elle me faisait un compliment. Mon père a ri, un rire gras qui a fait trembler son verre de Bordeaux. Il se moquait de mon métier, de mes mains rugueuses, de ma vie, tout ça en étant assis dans le restaurant que j'avais bâti de mes propres mains, pierre par pierre. Il ne le savait pas. Pas encore. Mais quand un milliardaire s'est levé pour demander pourquoi la propriétaire dînait avec les invités, le temps s'est arrêté. Et j'ai enfin pu savourer le plat le plus délicieux du menu, la vengeance. Bonjour à tous, je m'appelle Mao. Ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 2 jours à peine, mais j'ai l'impression d'avoir vécu une vie entière depuis. Avant de plonger dans cette soirée désastreuse qui a changé ma vie, dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir jusqu'où mes histoires peuvent voyager. Tout a commencé par un message. Pas un appel, bien sûr. Dans ma famille, on ne m'appelle pas, on me convoque. Le message de ma mère, Domitille, était aussi froid et efficace qu'une lame de scalpel, dîner de fiançailles pour Sixtine et Tancrède. Jeudi, 20h. L'alchimiste. Sois à l'heure et habille-toi correctement pour une fois. L'alchimiste. J'ai dû relire le nom 3 fois pour être sûr de ne pas halluciner. L'ironie était si épaisse qu'elle en devenait presque palpable. Ils avaient choisi mon restaurant. Mon sanctuaire. L'endroit où j'avais versé chaque goutte de ma créativité, de ma sueur et de mes larmes ces 5 dernières années. Évidemment, ils l'ignoraient. Pour eux, je n'étais que Mao, la brebis galeuse, celle qui avait gâché son potentiel pour travailler dans les ordures. Pour eux, je dirigeais une petite déchetterie de banlieue. Ils ne savaient pas que ma société, Cycle Essence, était devenue le leader européen de la transformation de déchets industriels en matériaux de luxe. Ils ne savaient pas que les murs de l'alchimiste étaient faits de bois que j'avais moi-même récupéré et traité, que les luminaires étaient mes propres créations. J'ai hésité à y aller. Une partie de moi, cette petite fille blessée qui vit encore au fond de mon estomac, voulait fuir. Pourquoi m'infliger ça ? Mais une autre partie, celle qui a négocié des contrats à 7 chiffres avec des multinationales, a murmuré « Vas-y, laisse-les s'asseoir sur le trône que tu as construit. » Je suis arrivée avec 10 minutes d'avance. Le quartier du Marais était magnifique ce soir-là, baigné par une lumière dorée de fin d'été. Devant la façade discrète de l'alchimiste, mon cœur s'est serré. Pas de peur, mais d'une étrange anticipation. J'ai touché la broche en forme de scarabée épinglée sur le revers de ma veste. C'était un bijou que j'avais fabriqué à partir de plastique recyclé et de fil d'or. Pour mon père, ce n'était qu'un bousier, un insecte qui vit dans la fiente. Pour moi, c'était le symbole de la Renaissance égyptienne. Khépri. Celui qui vient à l'existence. C'était mon totem. En entrant, l'odeur familière de bois de cèdre et d'épices grillées m'a accueilli comme une étreinte. Gaspard, mon directeur de salle et plus fidèle allié, était à l'accueil. En me voyant, ses yeux se sont écarquillés. Il a fait un pas vers moi, prêt à dire « Bonsoir patronne », mais j'ai porté discrètement un doigt à mes lèvres. Il a compris instantanément. Gaspard est un homme d'une intelligence rare, d'une loyauté sans faille. Il a hoché la tête, un sourire complice au coin des lèvres, et m'a traité comme une cliente lambda. Votre table est prête, mademoiselle Dubois. Vos invités sont déjà installés. Ils étaient là, au centre de la pièce, trônant comme une famille royale en exil. Ma sœur, Sixtine, rayonnait dans une robe en soie ivoire qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. À côté d'elle, Tancrède, son fiancé, vérifiait sa montre, une Rolex en or massif qui brillait vulgairement sous les lumières tamisées que j'avais conçues pour être douce et intime. Mes parents, Domitille et Émeric, encadraient le couple parfait, buvant leurs paroles comme du nectar. Je me suis approchée. Le bruit de mes talons sur le parquet en chêne recyclé a attiré leur attention. Le sourire de Sixtine s'est fané une fraction de seconde avant de revenir, plus brillant et plus faux que jamais. Ah, Mao! Enfin, s'est-elle exclamée, sa voix portant juste assez pour que les tables voisines se retournent. On commençait à penser que tu t'étais perdu dans les embouteillages, ou que tu avais dû faire un détour par la décharge pour une urgence. Tancrède a pouffé. Mon père a souri dans sa barbe. Ma mère a soupiré, un long soupir théâtral.
Assieds-toi, Mao, a dit ma mère sans me regarder, en ajustant sa serviette. Et pour l'amour du ciel, j'espère que tu t'es lavé les mains 2 fois. L'odeur des ordures est si tenace, on dit qu'elle s'incruste dans les pores. Je me suis assise. J'ai posé mes mains sur la nappe en lin belge, un lin que j'avais sourcé personnellement à Bruges. J'ai regardé ma famille. Ils étaient assis dans mon rêve, et ils essayaient de le transformer en cauchemar. Bonsoir à toi aussi, maman, dis-je doucement. Mes mains sont propres. Plus propres que certaines consciences autour de cette table, je pense. Le silence qui a suivi n'a duré qu'1 seconde, mais il était lourd de promesses. La soirée ne faisait que commencer. L'ambiance à la table était électrique, mais d'une électricité unilatérale. Eux, ils envoyaient des éclairs, moi, j'étais le paratonnerre silencieux. Gaspard s'est approché pour nous présenter le menu, un magnifique carnet relié en cuir végétal. Je connaissais chaque plat par cœur. J'avais passé des nuits blanches avec mon chef, Étienne, pour perfectionner chaque recette, cherchant l'équilibre parfait entre gastronomie et durabilité. Tancrède a pris le menu avec une arrogance qui donnait la nausée. Il l'a ouvert non pas pour choisir, mais pour juger. L'alchimiste, a-t-il prononcé en traînant sur les syllabes, comme s'il goûtait un vin bouchonné. J'ai dû faire jouer des relations incroyables pour avoir cette table, vous savez. Le propriétaire est un mystérieux excentrique qui refuse tout le monde. Mais bon, quand on s'appelle Tancrède de Montalembert, les portes s'ouvrent. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Tancrède n'avait fait jouer aucune relation. Sa demande de réservation avait atterri sur mon bureau sous la mention « VIP, liste d'attente ». J'avais failli la refuser. Puis, j'avais vu le nom de ma sœur. C'est moi, et moi seule, qui avait validé cette table, par pure curiosité morbide. Regardez ça, continua Tancrède en pointant une ligne du menu. Saumon fumé au bois de chêne recyclé des tonneaux de cognac. PFF. Encore ce marketing écolo bobo. Je parie que c'est du saumon d'élevage norvégien bourré d'antibiotiques, vendu 3 fois le prix juste parce qu'ils ont mis le mot « recyclé » dans la description. Ces entreprises vertes sont toutes des arnaques. Mes doigts se sont crispés sur mon verre à eau. Ce saumon venait d'une petite ferme aquaponique en Bretagne que je finançais moi-même pour garantir une qualité absolue. Le bois de fumage provenait effectivement de vieux tonneaux que j'avais rachetés à une maison de cognac en faillite pour leur donner une seconde vie. C'était de l'art. Et il crachait dessus. En fait, intervins-je, ma voix calme mais ferme, ce restaurant est connu pour sa traçabilité totale. Le saumon vient de la maison Kerbastar, en Bretagne. C'est le meilleur d'Europe. Tous les visages se sont tournés vers moi. Mon père, Émeric, a posé ses couverts avec un bruit sec. Mao, s'il te plaît, dit-il d'un ton lassé, comme on parle à un enfant qui interrompt les adultes. Écoute Tancrède. Il est expert en finance, il investit dans des projets hôteliers internationaux. Il sait de quoi il parle. Ce n'est pas parce que tu tries des canettes de soda toute la journée que tu comprends l'industrie du luxe. Ton père a raison, renchérit ma mère en me lançant un regard noir. Ne sois pas insolente. Tancrède nous fait l'honneur de nous inviter. Contente-toi d'apprécier. C'est sans doute la première et la dernière fois que tu manges dans un endroit pareil. Profitant au lieu de faire l'intéressante. Sixtine a ri, un petit rire cristallin et cruel. Elle a posé sa main manucurée sur le bras de Tancrède. Pardonne-lui, chérie. Mao a toujours eu du mal avec le raffinement. Elle préfère le concret. La boue, les déchets, les choses qu'on jette. Elle ne peut pas comprendre la subtilité d'un concept comme celui-ci. Pour elle, une table est une table. Elle ne voit pas que ce bois. Elle caressa la table, est du chêne centenaire. Elle ne voit que des planches. J'ai regardé la table. Je connaissais ce bois. C'étaient des poutres d'une ancienne grange en Normandie que j'avais personnellement décapées, poncées et huilées pendant 3 week-ends d'affilée. Je connaissais chaque nœud, chaque veine de ce bois. Sixtine caressait mon travail, mon âme, tout en m'insultant. Tu as raison, Sixtine, dis-je en plantant mon regard dans le sien. Je vois les choses différemment. Je vois la valeur là où les autres ne voient que des déchets. C'est peut-être ça,
le vrai raffinement. Sixtine a levé les yeux au ciel. Oh, pitié. Garde tes phrases de biscuits chinois pour tes employés de la déchetterie. Ce soir, on fête mon bonheur. Essaie de ne pas tout gâcher avec ta jalousie. Le sommelier est arrivé pour verser le vin. Un château Margaux que Tancrède avait commandé pour impressionner la galerie. Il a fait tourner le vin dans son verre, a reniflé bruyamment, et a déclaré, un peu jeune, mais ça passera. J'ai bu une gorgée d'eau pour faire passer l'amertume qui montait dans ma gorge. Ce n'était pas le vin qui était amer. C'était le constat que peu importe ce que je faisais, peu importe la hauteur de mes accomplissements, je resterais toujours à leurs yeux la petite fille sale qui jouait dans la boue. Alors que Tancrède continuait de pérorer sur la qualité, médiocre, du service qui était pourtant impeccable, mon esprit s'est échappé. Je me suis retrouvé 10 ans en arrière, dans le salon familial au mur beige. C'est là que tout s'était brisé pour la première fois. C'est là que j'avais compris que je serais toujours l'invisible. C'était un mardi pluvieux de novembre. J'avais 22 ans. Je venais de recevoir la lettre. J'avais été accepté au prestigieux master en ingénierie environnementale de l'École des Mines, avec une bourse d'excellence. J'avais fini major de ma promotion de licence. C'était l'aboutissement de années de travail acharné, de nuits blanches à étudier la chimie organique et la gestion des écosystèmes. Je tenais l'enveloppe contre mon cœur, tremblante de joie, courant presque pour rentrer à la maison et annoncer la nouvelle. Quand je suis entrée, j'ai trouvé ma mère en pleurs sur le canapé et mon père faisant les 100 pas, le visage rouge de colère. Sixtine, alors âgée de 16 ans, était assise dans un fauteuil, boudant, les bras croisés. « Qu'est-ce qui se passe ?» avais-je demandé, l'enveloppe toujours serrée dans ma main. « Ta sœur a été recalée au casting de Elite Model », avait lâché mon père sans même me regarder. Ces imbéciles ont dit qu'elle n'avait pas le profil. Ils sont aveugles. Sixtine est la plus belle fille de Paris. C'est la fin de ma carrière, hurlait Sixtine. Je suis moche. Tout est fini. J'avais hésité. Je savais que le timing était mauvais, mais ma nouvelle était si grande, si importante pour moi. J'avais besoin, juste pour une fois, qu'il soit fier de moi. J'ai une bonne nouvelle qui pourrait nous remonter le moral, avais-je tenté timidement. J'ai été reçu aux mines. Major de promotion. Regardez. J'avais tendu la lettre vers mon père. Il s'était arrêté de marcher. Il avait pris la lettre, l'avait regardée à peine 2 secondes, comme on regarde une facture d'électricité. C'est ça ta nouvelle, avait-il dit avec un mépris qui m'avait glacé le sang. Ta sœur voit son rêve se briser, elle souffre le martyre, et toi tu viens nous embêter avec tes histoires d'école ? Pour faire quoi, hein ? Ingénieur poubelle ? Tu vas passer ta vie à fouiller dans les ordures des autres ? Il avait jeté la lettre sur la table basse, si fort qu'elle avait glissé et atterri dans le verre d'eau de Sixtine. L'encre bleue de la signature du doyen s'était mise à baver instantanément, se dissolvant dans l'eau trouble. « Papa !» Ma lettre, avais-je crié en me précipitant pour la sauver. « Laisse !» avait aboyé ma mère. « Ne sois pas égoïste, Mao. Tu ne vois pas que ta sœur a besoin de nous ? Ton succès scolaire, c'est bien gentil, mais ça ne rendra pas le sourire à Sixtine. Sixtine est faite pour la lumière. Toi tu es faite pour l'ombre et le labeur. Chacun sa place. » J'avais regardé la lettre se désintégrer. J'avais regardé Sixtine qui, voyant l'attention revenir sur elle, avait séché ses larmes instantanément pour me lancer un petit sourire victorieux. À ce moment précis, quelque chose est mort en moi. L'espoir d'être aimé pour ce que j'étais. J'ai passé la nuit à sécher ma lettre au sèche-cheveux, essayant de sauver ce qui restait de ma fierté. J'ai juré, cette nuit-là, que je construirais un empire à partir de ces ordures qu'il méprisait tant. J'ai juré que je deviendrais si puissante qu'il ne pourrait plus jamais m'ignorer. Mao. Tu m'écoutes ? La voix stridente de Sixtine m'a ramené violemment au présent, au restaurant L'Alchimiste. J'ai cligné des yeux. La douleur du souvenir était encore vive, comme une vieille blessure qui se rouvre par temps humide. Excuse-moi, dis-je calmement. Je pensais à autre chose. Tancrède te parlait de son projet immobilier, dit Sixtine en levant les yeux au ciel. Essaie de suivre. C'est des affaires de grands, mais tu pourrais apprendre quelque chose.
J'ai regardé Tancrède. Il souriait, suffisant. Il ne savait pas qu'il parlait à la femme qui avait racheté les dettes de son propre père 2 ans plus tôt via une société écran. Il ne savait pas qu'il était assis en face de celle qui tenait, littéralement, les murs qui l'entouraient. Je t'écoute, Tancrède, dis-je. Raconte-moi tout. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre qu'il y mette les 2 pieds. Tancrède s'est redressé sur sa chaise, gonflant le torse comme un coq de basse-cour. Il a pris une gorgée de vin, a fait claquer sa langue, et a lancé son monologue. Donc, comme je le disais, mon fonds d'investissement vient de mettre la main sur un terrain exceptionnel dans le Var. Une zone protégée, soi-disant Natura 2000, mais j'ai mes entrées au ministère. On va faire déclasser tout ça. On va raser cette forêt inutile pour construire le plus grand éco-resort de la Côte d'Azur. Le paradis vert. Ironique, non. On coupe les arbres pour vendre de la nature aux riches. Il a éclaté de rire. Mon père et ma mère ont ri avec lui, un rire servile et admiratif. Sixtine le regardait avec des yeux brillants, calculant probablement combien de sacs à main elle pourrait s'acheter avec les profits. Mon sang s'est glacé. Je connaissais ce terrain. Mon entreprise, Cycle Essence, avait réalisé une étude géologique sur cette zone il y a 3 mois pour la municipalité. Tancrède, l'ai-je interrompu, ma voix tranchante comme du verre brisé. Tu parles du domaine des chênes blancs? Près de la falaise? Il a froncé les sourcils, surpris. Comment tu sais ça? Oui, c'est ça. Tu ne peux pas construire là-bas, dis-je fermement. Le sol est argileux et instable. Il y a un réseau de grottes souterraines. Si tu rases la forêt, l'érosion va tout emporter à la première grosse pluie. Ton resort va glisser dans la mer. C'est une catastrophe écologique et financière assurée. Le silence est retombé sur la table. Tancrède m'a regardé avec un mélange de pitié et d'agacement. Écoute, Mao, a-t-il dit avec condescendance. C'est mignon que tu essaies de participer. Mais laisse la géologie et l'ingénierie aux professionnels. Mes architectes ont dit que c'était bon. Ce ne sont pas tes petits amis écolos qui fument du chanvre qui vont m'apprendre mon métier. Je vais investir 20 millions d'euros là-dedans. Tu as déjà vu 20 millions d'euros, Mao? À part au cinéma? Elle a raison de s'inquiéter, a ricané Sixtine. Elle a peur que tu détruises l'habitat de ses amis les rats. Mon père a tapé du poing sur la table, faisant sursauter les couverts. Ça suffit, Mao. Arrête de faire ta jalouse. Tancrède va bâtir un empire, et toi tu essaies de lui porter la poisse avec tes prédictions d'apocalypse. Tais-toi et mange. Ce repas coûte plus cher que ton salaire mensuel. J'ai senti la colère monter, chaude et vibrante. Mais je l'ai avalée. J'ai souri. Un sourire froid, dangereux. Très bien, dis-je. Je ne dirai plus rien. Construis ton château de sable, Tancrède. Mais ne viens pas pleurer quand la marée montera. C'est à ce moment-là que je me tourne vers vous. Vous qui m'écoutez. Si vous étiez à ma place, à cette table, face à tant d'ignorance et de méchanceté, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous renversé la table? Auriez-vous quitté les lieux? Ou auriez-vous fait comme moi, attendre le moment parfait pour frapper? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Je lis tout. Le serveur est venu débarrasser les entrées. J'ai croisé le regard de Gaspard au loin. Il a vu ma tension. Il a touché sa montre. Le signal. Patience, patronne. Le meilleur reste à venir. Le plat principal est arrivé, un filet de bœuf en croûte de sel, accompagné de légumes racines rôtis au miel. Une de mes créations préférées. L'odeur était divine, mais l'appétit m'avait quitté. Sixtine a piqué une pomme de terre avec sa fourchette, a pris une mine dégoûtée, puis a posé ses couverts. Elle a pris une grande inspiration, a attrapé la main de Tancrède, et s'est tournée vers moi avec ce sourire qui annonçait toujours le pire. En fait, Mao, si on t'a invité ce soir, ce n'est pas seulement pour fêter nos fiançailles. On a une proposition à te faire. Une opportunité pour toi. J'ai haussé un sourcil. Une opportunité? Oui, a continué ma mère, prenant le relais avec une excitation feinte. On a décidé d'organiser le mariage ici.
dans ce restaurant. Tancrède dit que c'est acceptable pour une réception intime. Acceptable. Le restaurant avait 3 étoiles au guide vert et une liste d'attente de 6 mois. C'est génial, non, a dit Sixtine. Mais voilà le problème. Les mariages, ça coûte une fortune. Et les services de nettoyage après la fête, mon Dieu, les devis sont exorbitants. Ces sociétés professionnelles nous prennent pour des vaches à lait. Je commençais à voir où ils voulaient en venir, et mon estomac s'est noué. Et donc, ai-je demandé, la voix blanche. Et donc, on a pensé à toi, s'est exclamé Sixtine en tapant dans ses mains. Tu connais plein de gens dans ton milieu, le milieu des déchets, du nettoyage. Tu as sûrement une équipe de, comment dire, de travailleurs non qualifiés? Des gens qui ont besoin d'argent? Tu veux que j'engage mon personnel pour nettoyer ton mariage? Mieux que ça, a coupé Tancrède. On veut que tu supervises l'équipe de nettoyage. Tu serais la chef des balayeurs, en quelque sorte. On ne peut pas faire confiance à des inconnus avec l'argenterie, mais toi, tu es de la famille. Tu veilleras à ce qu'ils ramassent bien tous les confettis et qu'ils récurent les toilettes. Les invités boivent beaucoup, tu sais, les toilettes finissent souvent dans un sale état. Il y a eu un silence. Un silence absolu. Même le bruit des conversations alentour semblait s'être estompé. Tu veux? Ai-je articulé lentement, que pendant le mariage de ma propre sœur, je sois en train de récurer les toilettes? Mais non, pas pendant, a ri ma mère, comme si j'étais stupide. Après. Pendant la fête, tu resteras discrète, peut-être en cuisine ou dans le couloir de service pour ne pas gêner les photos. On ne veut pas que les invités te confondent avec une demoiselle d'honneur, chérie, soyons réalistes. Mais dès que la pièce montée est servie, hop. Au travail. Et on te paiera, a ajouté Sixtine généreusement. On te donnera 500 € pour toute l'équipe. Et vous pourrez emporter les restes du buffet. Il y a toujours trop de nourriture, ce serait dommage de jeter. C'est écolo, non? C'est ton truc, le recyclage des déchets alimentaires. Ils me regardaient tous avec des sourires encourageants, comme s'ils venaient de m'offrir le Pérou. Ils me proposaient de devenir la servante de ma sœur, de manger ses restes, et de nettoyer sa merde, littéralement. Pour 500 €. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. J'ai vu mon reflet dans le couteau en argent. J'ai vu une femme qui avait construit un empire. Une femme respectée par ses pairs. Et j'ai vu la petite fille qui pleurait sur sa lettre d'admission trempée. Cette petite fille s'est levée et est partie. La femme est restée. Et la femme était furieuse. C'est une offre, intéressante, dis-je, en relevant la tête. Mes yeux étaient secs, brûlants. Je vais y réfléchir. Mais avant ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui aimerait vous saluer. Car je venais de voir, du coin de l'œil, la porte du restaurant s'ouvrir. Une silhouette imposante, vêtue de Chanel de la tête aux pieds, venait d'entrer. Madame de Vionnet. La reine de l'immobilier parisien. La femme que Tancrède rêvait de rencontrer depuis 10 ans. Et surtout, ma mentor et ma plus grosse investisseuse. Le piège se refermait. Madame de Vionnet n'est pas une femme qu'on ignore. Quand elle entre dans une pièce, la gravité change. Elle a 60 ans, des cheveux argentés coupés courts, et un regard capable de percer le béton armé. Elle avançait entre les tables, saluée avec déférence par les serveurs. Tancrède l'a vue. Il a failli s'étouffer avec son morceau de bœuf. Mon Dieu! A-t-il chuchoté, blêmissant. C'est Éléonore de Vionnet. La présidente du groupe Vionnet. C'est la femme la plus riche de l'immobilier en France. Si j'arrive à lui parler, si j'arrive juste à lui serrer la main, mon projet de resort est financé instantanément. Il s'est essuyé la bouche frénétiquement, a remis sa cravate en place, et a vérifié son reflet dans sa cuillère. Maman, papa, tenez-vous droit, a sifflé Sixtine. C'est une VIP. Il faut faire bonne impression. Madame de Vionnet s'est arrêtée à quelques mètres de notre table, parlant à Gaspard. Elle a jeté un coup d'œil dans notre direction. Tancrède a décoché son sourire le plus charmeur, levant son verre comme pour porter un toast silencieux. Madame de Vionnet a froncé les sourcils. Elle a dit quelque chose à Gaspard, assez fort pour que le son porte jusqu'à nous.
Gaspard, pourquoi l'air est-il si lourd ce soir? Il y a une odeur de vulgarité. Je pensais que l'alchimiste avait un meilleur système de filtration. Tancrède, dans son immense arrogance, a cru qu'elle parlait d'un problème technique. Vous avez raison, madame, a-t-il lancé en se levant à moitié, essayant d'attirer son attention. Le service laisse à désirer ce soir. Mais la nourriture est passable. Il pensait créer une complicité. Il pensait être spirituel. Madame de Vionnet a tourné la tête vers lui. Son regard l'a scanné de haut en bas, comme on regarde une tache de gras sur une nappe en soie. Elle n'a pas répondu. Elle a commencé à marcher. Droit vers notre table. Le cœur de Tancrède devait battre à tout rompre. Je voyais la sueur perler sur son front. Elle vient ici, a chuchoté ma mère, extatique. Elle vient nous saluer. Tancrède, tu es un aimant à succès. Préparez-vous, a murmuré Tancrède. Je vais lui pitcher le projet. C'est le moment de ma vie. J'ai posé mes mains à plat sur la table. J'ai pris une grande inspiration. Je savais ce qui allait se passer. J'avais envoyé un SMS à Éléonore 5 minutes plus tôt, code rouge. Ils sont là. Elle ne venait pas pour Tancrède. Elle venait pour tuer. Elle est arrivée à la hauteur de notre table. Tancrède s'est levée d'un bond, tendant sa main moite. Madame de Vionnet, quel honneur! Je suis Tancrède de Montalembert, je dirige le fond. Elle est passée devant lui sans même ralentir, ignorant sa main tendue comme s'il était un fantôme. Elle a contourné la chaise de Sixtine, a ignoré le sourire béat de ma mère, et s'est arrêtée juste derrière moi. Elle a posé ses deux mains, aux doigts couverts de bagues anciennes, sur mes épaules. Une étreinte protectrice, maternelle, puissante. Ma chérie, a-t-elle dit de sa voix grave et veloutée. Je t'attends depuis 10 minutes pour signer les plans du nouvel hôtel Ritz. Pourquoi perds-tu ton temps avec ces gens? Je croyais que tu avais arrêté de faire la charité. Le temps s'est figé. Littéralement. La fourchette de Sixtine est restée suspendue en l'air. La bouche de Tancrède est restée ouverte, sa main toujours tendue dans le vide. Bonsoir, Éléonore, dis-je en levant la tête vers elle. Désolée. Je faisais une dernière inspection, des déchets. Le silence à la table était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler à l'autre bout de Paris. Tancrède clignait des yeux, son cerveau essayant désespérément de connecter les points, mais échouant lamentablement. Mao, a bégayé ma mère. Vous connaissez ma fille? Madame de Vionnet a lâché un petit rire sec. Si je la connais? C'est une blague? C'est la seule personne à Paris dont j'accepte les appels après 22 heures. Tancrède, dans un dernier sursaut d'instinct de survie ou de stupidité absolue, a décidé d'intervenir. Il ne pouvait pas accepter que la « dame des poubelles » soit proche de son idole. Il a pensé qu'il y avait un malentendu. Que Éléonore avait pitié de moi. Ah! Je comprends, a-t-il dit avec un rire nerveux. Mao s'occupe du recyclage de vos bureaux, c'est ça? C'est vrai qu'elle est, dévouée. Mais Madame de Vionnet, puisque vous êtes là, je dois vous mettre en garde. Mao travaille pour une petite structure, Cycle Essence, je crois. Ce sont des amateurs. Pour vos hôtels, vous avez besoin de sérieux. Mon fonds investi dans Green Giant, c'est le futur. Laissez tomber Cycle Essence, c'est une arnaque, de la poudre aux yeux. J'ai fermé les yeux une seconde, savourant l'instant. Il venait d'insulter ma société devant ma plus grosse cliente, et surtout, il venait d'insulter ma société devant sa propriétaire. J'ai rouvert les yeux et j'ai regardé Éléonore. Son visage était devenu de marbre. Elle a lentement tourné la tête vers Tancrède. Je vous demande pardon, jeune homme? Vous dites que Cycle Essence est une arnaque? Absolument, a insisté Tancrède, reprenant confiance. Ils n'ont aucune infrastructure solide. C'est du bricolage. Mao ici présente est une gentille fille, mais elle n'a pas les épaules. Je vous conseille vivement de rompre tout contrat avec eux. Je peux vous envoyer un dossier sur Green Giant dès demain. Gaspard, qui se tenait en retrait, a laissé échapper un petit bruit qui ressemblait à un étouffement. Il essayait de ne pas rire. Éléonore a souri.
Un sourire qui ne montrait pas les dents, mais qui annonçait l'exécution. C'est fascinant, a-t-elle dit doucement. Vraiment fascinant. Vous me conseillez de rompre le contrat de 15 millions d'euros que je viens de signer cet après-midi avec Cycle Essence pour la rénovation complète de ma chaîne hôtelière? 15 millions? La voix de mon père a déraillé dans les aigus. Oui, a continué Éléonore. Et vous insultez la PDG et fondatrice de cette entreprise, alors qu'elle a eu la gentillesse de vous accueillir à sa table? La PDG? Sixtine a lâché sa serviette. De qui vous parlez? Mao est employée. Elle trie des déchets. Éléonore a lâché mes épaules et a fait un geste large englobant tout le restaurant. Mao n'est pas une employée, espèce de petite sotte. Mao est Cycle Essence. Et Mao est l'alchimiste. Vous êtes assis sur ses chaises. Vous mangez sa nourriture. Vous buvez son vin. Vous êtes chez elle. Boum. La bombe avait explosé. Tancred est devenu blanc comme un linge. Il a regardé autour de lui, regardant les murs, les lampes, les serveurs, comme s'il venait de se transformer en monstre. Non, c'est impossible, a murmuré ma mère. Mao? C'est à toi? Tout ça? J'ai pris mon verre de vin. Je l'ai fait tourner lentement. J'ai regardé le liquide rouge sombre danser contre le cristal. Oui, maman, dis-je calmement. C'est à moi. Le restaurant. L'entreprise de recyclage. Les contrats à 15 millions. Tout. Pendant que vous aviez honte de moi, pendant que vous disiez à tout le monde que j'étais une ratée, je bâtissais un empire. Je me suis tournée vers Tancred. Il tremblait visiblement. Et Tancred, à propos de ce terrain dans le Var. Tu sais pourquoi je connais si bien la géologie du site? Parce que c'est mon entreprise qui a fait l'étude qui a classé la zone inconstructible. Je t'ai sauvé la mise il y a 5 minutes, mais tu étais trop occupé à m'insulter pour écouter. Maintenant, tu viens d'insulter ma société devant ma plus grande partenaire. Bravo. Tu es un génie de la finance. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. L'atmosphère n'était plus lourde, elle était irrespirable. Ma famille me regardait comme si j'étais une extraterrestre qui venait d'atterrir dans leur soupe. Sixtine a été la première à réagir, fidèle à elle-même. La cupidité a pris le dessus sur le choc. Attends, si tout ça est à toi. Elle a regardé le restaurant avec des yeux neufs, avides. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de payer? Ça veut dire que pour le mariage, on peut avoir tout le restaurant gratuit? Mao. C'est génial. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? On aurait pu économiser tellement de temps. J'ai éclaté de rire. Un rire froid, sans joie. Tu crois vraiment que c'est ce qui va se passer, Sixtine? Gaspard s'est approché de la table. Il tenait une bouteille de vin poussiéreuse avec un respect religieux. C'était une bouteille de Pétrus 1989. Madame, a dit Gaspard en s'adressant à moi. Devons-nous ouvrir la bouteille spéciale pour célébrer le contrat Vionnet? Non, Gaspard, dis-je. Ces palais ne sont pas assez raffinés pour ce vin. Apportez-moi plutôt l'addition de cette table. Et le contrat de location pour le mariage de ma sœur, celui que vous avez préparé, au cas où. Gaspard a posé un dossier noir devant moi. J'ai sorti un stylo Mont Blanc de ma poche. Tu vois, Sixtine, dis-je en ouvrant le dossier. Il y a 10 minutes, tu m'as proposé 500 € pour nettoyer tes toilettes. Tu m'as offert tes restes. C'était une blague, à Queen et Sixtine. On plaisantait. Pas vrai Tancred? Tancred ne répondait pas. Il fixait Madame de Vionnet qui était toujours debout derrière moi, les bras croisés, un sourire méprisant aux lèvres. Mao, ma chérie, a tenté mon père, sa voix tremblante. On est une famille. On se taquine. On ne savait pas. Si on avait su que tu avais réussi, on aurait été fiers. On est fiers. Regarde-toi, une vraie femme d'affaires. Comme ton père.
Comme mon père? J'ai claqué le dossier sur la table. Papa, tu as passé 10 ans à me dire que j'étais une honte. Tu as jeté ma lettre d'admission. Tu as ri quand on m'a traité d'éboueuse. Ne t'avise pas de t'attribuer mon succès. Je me suis faite toute seule. Malgré vous. J'ai pris le contrat de mariage. Je l'ai levé pour qu'il le voie bien. Voici le contrat standard pour privatiser l'alchimiste. C'est 40 000 € la soirée. Les yeux de ma mère ont failli sortir de leurs orbites. Mais, pour la famille? Pour la famille, ai-je coupé, le prix est différent. J'ai déchiré le contrat en deux. Lentement. Le bruit du papier qui se déchire a résonné comme un coup de fouet. Pour la famille qui me traite comme une ordure, le prix est inabordable. Il n'y aura pas de mariage ici. Il n'y aura pas de réduction. Et Sixtine, tu devras trouver quelqu'un d'autre pour nettoyer tes toilettes. Mes tarifs de consulting sont de 2 000 € de l'heure, et je suis très, très occupé. Tancred s'est levé brusquement, renversant sa chaise. C'est ridicule, a-t-il hurlé, perdant son sang-froid. Tu crois que tu m'impressionnes? Tu n'es qu'une parvenue. J'ai toujours mes investisseurs. J'ai toujours. Vous n'avez plus rien, monsieur de Montalembert, a intervenu madame de Vionnet, sa voix glaciale. Je connais tous les membres de votre conseil d'administration. Je vais leur passer un coup de fil personnellement ce soir. Je vais leur raconter comment vous traitez vos partenaires potentiels. Je vais leur raconter votre manque de jugement flagrant. Insulter le leader du marché devant témoin? C'est une faute professionnelle grave. Demain matin, vous serez toxique. Personne à Paris ne voudra toucher à votre fonds. Tancred a titubé comme s'il avait reçu un coup de poing physique. Il a regardé Éléonore, puis moi. Il a vu la vérité dans nos yeux. Il était fini. Sortez, dis-je doucement. Quoi? A murmuré ma mère. Sortez de mon restaurant. Maintenant. Avant que je ne demande à la sécurité de vous jeter dehors comme, eh bien, comme des ordures. Gaspard a déposé l'addition sur la table. Ce n'était pas une addition ordinaire. C'était une note manuscrite que j'avais préparée à l'avance, sachant comment la soirée finirait. J'ai pris le papier et je l'ai lu à voix haute. Dîner de fiançailles, offert par la maison. Condition, ne plus jamais remettre les pieds ici. J'ai sorti mon stylo et j'ai signé, Mao Dubois, propriétaire et éboueuse de vos vies. Prenez ça, dis-je en glissant le papier dans la poche de la veste de Tancred, qui restait figée comme une statue de cire en train de fondre. C'est la dernière chose que je vous donnerai. Jamais. Mao, tu ne peux pas faire ça, a crié Sixtine, les larmes coulant sur son maquillage parfait. C'est mon dîner. C'est ma soirée. Tu gâches tout par jalousie. Je me suis levée. J'ai dominé la table de toute ma hauteur. Je ne gâche rien, Sixtine. Je nettoie. C'est mon métier, tu te souviens? Je trie ce qui a de la valeur et ce qui est toxique. Et ce soir, j'ai réalisé que la chose la plus toxique dans ma vie, c'est vous. J'ai fait un geste vers la porte. 2 agents de sécurité, discrets mais bâtis comme des armoires à glace, sont apparus de l'ombre. Accompagnez ces personnes à la sortie, ai-je ordonné. Et assurez-vous que leurs photos soient transmises à tous les établissements du groupe. Ils sont blacklistés à vie. Mon père s'est levé, le visage rouge de colère et d'humiliation. Tu es une ingrate? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi, papa. Absolument rien. Et c'est justement pour ça que je suis ici aujourd'hui. Merci de m'avoir appris que je ne pouvais compter que sur moi-même. Adieu. Les clients des autres tables avaient cessé de manger. Ils regardaient la scène, fascinés. Certains ont commencé à murmurer. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est elle, c'est la femme du magazine Forbes. Sous les regards de tout le restaurant, ma famille a été escortée vers la sortie. Tancred marchait comme un zombie. Ma mère pleurait en tenant son sac Chanel contre sa poitrine comme un bouclier. Sixtine hurlait des injures qui ne faisaient que confirmer sa vulgarité. Mon père baissait la tête. Quand la porte s'est refermée sur eux, un silence lourd est tombé. Puis, lentement, quelqu'un a commencé à applaudir.
C'était Madame de Vionnet. Puis Gaspard. Puis les serveurs. Et enfin, tout le restaurant. Je suis restée debout, seule au milieu de la salle, les larmes aux yeux. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de libération. L'air n'avait jamais été aussi pur. Je ne suis pas rentrée chez moi ce soir-là. Je suis restée au restaurant avec Éléonore et Gaspard. Nous avons rouvert ce Pétrus 1989. Nous avons bu à la liberté. Mais dehors, la tempête faisait rage. Mon téléphone, que j'avais posé sur la table, s'est mis à vibrer sans discontinuer. Des dizaines de messages. Maman, tu as détruit ta famille. J'espère que tu es fière de toi. Papa, Tancrède est furieux. Il dit qu'il va te poursuivre. Appelle-nous et excuse-toi, on peut encore arranger ça. Sixtine, tu es une sorcière. Je te déteste. Tu as ruiné mon mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai bu mon vin. J'ai regardé les messages s'accumuler comme des déchets dans une poubelle virtuelle. Le lendemain matin, la prophétie de Madame de Vionnet s'est réalisée. Le téléphone de Tancrède n'a pas sonné pour des félicitations, mais pour des annulations. Éléonore avait tenu parole. Elle avait passé 3 coups de fil stratégiques. À 9 heures, le conseil d'administration de Tancrède l'a convoqué. À 10h30, il était mis à pied pour faute grave et atteinte à la réputation du fonds. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le petit monde de la finance parisienne. Tancrède de Montalembert avait insulté la nouvelle coqueluche de l'industrie verte et la doyenne de l'immobilier. Il était devenu radioactif. À midi, Tancrède a rompu avec Sixtine. Il lui a dit et je le sais parce que Sixtine me l'a hurlé sur répondeur que c'était de sa faute. Que c'était sa famille de ploucs qui l'avait entraîné là-dedans. Qu'il ne voulait plus jamais entendre parler des Dubois. Sixtine s'est retrouvée sans fiancé, sans mariage gratuit, et sans appartement, puisqu'elle vivait chez lui. Elle a dû retourner vivre chez nos parents, dans sa chambre d'ado. L'humiliation suprême pour elle. Mais le pire ou le meilleur restait à venir. Un client présent au restaurant avait filmé une partie de la scène. La vidéo où Sixtine me traite d'éboueuse et me propose de nettoyer ses toilettes est devenue virale sur TikTok. #karma, #girlboss, #trashqueen. Les commentaires étaient impitoyables pour Sixtine. Les marques avec lesquelles elle travaillait pour ses placements de produits Instagram l'ont lâchée les unes après les autres. Qui veut acheter une crème de beauté vendue par une fille qui méprise les travailleurs? En 24 heures, leur château de cartes s'était effondré. Et je n'avais même pas eu besoin de souffler dessus. J'avais juste allumé la lumière. Une semaine a passé. Une semaine de silence radio de ma part, et de harcèlement de la leur. Ma mère a essayé de venir à mes bureaux. Elle a été arrêtée à l'accueil par la sécurité. Elle a fait un scandale, criant qu'elle était la mère de la PDG. Mon assistante, une jeune femme brillante que j'avais embauchée malgré son casier judiciaire, parce que je crois aux secondes chances, est descendue. Elle a dit à ma mère, « Madame Dubois, Mao n'a pas de mère. Elle est orpheline de cœur. Veuillez quitter les lieux. » Mon père a essayé de jouer la carte de la pitié. Il m'a envoyé une photo de lui, l'air abattu, avec la légende, « Ta mère est sous antidépresseur. Sixtine ne mange plus. On a besoin d'argent pour les aider. Tancrède réclame le remboursement de la bague. Aide-nous, par pitié. On est ton sang. J'ai regardé la photo. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, ce vieux réflexe conditionné. Puis j'ai regardé ma broche scarabée. J'ai pensé à la lettre d'admission trempée. J'ai pensé aux toilettes sales. J'ai répondu par un seul message, je vous conseille de vendre la Rolex de Tancrède. Ah non, attendez, c'était une fausse, n'est-ce pas? Comme tout le reste. Débrouillez-vous. Puis je les ai bloqués. Tous. Définitivement. Ce geste, appuyé sur « bloquer le contact », a été plus difficile que de signer un chèque d'1 million d'euros. C'était couper le cordon ombilical. C'était accepter d'être seul. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. J'avais Gaspard. J'avais Éléonore. J'avais mes 200 employés qui me respectaient. J'avais mes clients.
J'avais construit ma propre famille, une famille choisie, basée sur le respect et non sur l'ADN. Cycle et Sens a continué de grandir. Le scandale a paradoxalement fait une publicité incroyable à mon entreprise. Les gens ont adoré l'histoire de la Cendrillon des ordures. Nous avons signé 3 nouveaux contrats majeurs cette semaine-là. Sixtine a dû prendre un travail. Un vrai travail. J'ai entendu dire qu'elle est réceptionniste dans un salon de coiffure de banlieue. L'ironie est savoureuse. Elle passe ses journées à balayer les cheveux des autres. Peut-être qu'elle finira par comprendre la valeur du travail manuel. Je suis assise ce soir à la même table, au centre de l'Alchimiste. Le restaurant est plein. Il y a des rires, des tintements de verre, une odeur de truffes et de bonheur. Je suis seule à ma table, mais je ne me suis jamais sentie aussi entourée. Je caresse le bois de la table. Ce bois qui a été jeté, abandonné, pourri, et que j'ai transformé en quelque chose de précieux. Je suis comme ce bois. Ils ont essayé de me jeter. Ils ont essayé de me briser. Mais ils ont oublié une chose essentielle, les déchets, c'est de la matière première. On m'a souvent demandé si je regrettais d'avoir été aussi dure. Si je ne devrais pas leur pardonner, parce que c'est la famille. Ma réponse est non. Le sang ne vous donne pas le droit de manquer de respect. Le sang n'est pas une excuse pour la cruauté. Parfois, la chose la plus saine à faire est d'amputer le membre gangrené pour sauver le reste du corps. J'ai nettoyé ma vie. J'ai fait le tri sélectif le plus difficile de mon existence. J'ai mis les déchets toxiques à la poubelle, et j'ai gardé ce qui avait de la valeur, ma dignité, mon travail, ma paix. Alors, à vous tous qui m'écoutez, si vous avez des personnes dans votre vie qui vous font sentir petit, qui se moquent de vos rêves, qui vous traitent comme une option alors que vous devriez être une priorité, souvenez-vous de mon histoire. Vous n'êtes pas des ordures. Vous êtes de l'or en devenir. Ne laissez personne vous dire où est votre place. Votre place est là où vous décidez de la construire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire vous donnera la force de faire votre propre tri. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Ça aide énormément à faire entendre notre voix. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà coupé les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? Soulagé? Coupable? Parlons-en. On se retrouve très vite pour une autre histoire. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, la meilleure vengeance, c'est un succès éclatant.